On dit que personne ne répare une maison tant que le toit ne s'effondre pas. Mais toi, tu as déjà des fissures partout, dans ta discipline, dans ton approche, dans ton caractère. Et tu es toujours là, attendant que l'effondrement total te donne la permission de te reconstruire. Cette vidéo n'est pas une causerie douce, ni une dose de motivation pour te faire sentir mieux. C'est un avertissement brutal. Soit tu prends le contrôle de ta vie maintenant, soit chaque jour qui passe sera une reddition de plus face à ce qui t'affaiblit. Je ne te parle pas depuis la perfection, mais depuis la clarté. Parce que moi aussi j'étais là, prise au piège dans des excuses déguisées en raison, reportant des changements avec des phrases comme « ce n'est pas encore le moment »,« j'ai besoin d'être motivé »,« je dois me sentir prêt ». Mais cette mentalité est le cancer qui te maintient bloqué. Et si tu ne l'arraches pas à la racine, tu vas continuer à répéter les mêmes erreurs avec une nouvelle justification chaque année. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour décorer ton compte Instagram. C'est une façon de vivre qui te brise pour te reconstruire. Ici, il n'y a pas de place pour les plaintes, ni pour la culpabilité, ni pour l'auto-tromperie, seulement pour ce que tu peux contrôler, ton attitude, tes actions, ton esprit. Et si tu n'as pas encore compris que ton problème n'est pas le monde, ni ton passé, ni ton patron, ni ton ex, mais ton manque de contrôle interne, alors tu as besoin d'écouter chacune des règles qui suivent, parce que ce n'est pas un guide pour que tu souris pendant que tout va mal. C'est un guide pour que tu te lèves, que tu te mettes en ordre et que tu agisses avec une brutalité honnête. Ce que tu es sur le point d'entendre ne va pas caresser ton ego, il va l'écraser. Mais si tu oses rester jusqu'à la fin, tu ne seras pas le même, tu seras plus fort. Tu seras toi, sans fioriture ni excuse, juste toi, avec le contrôle total de ta vie entre les mains. 1. Élimine la voix qui vous sabote avant qu'elle ne vous coule. Votre vie est une forteresse, soit vous la défendez fermement, soit on vous l'arrache de l'intérieur. Le problème est que vous avez vous-même ouvert la porte à l'ennemi. Et vous ne l'avez pas fait une fois, vous le faites chaque matin quand le réveil sonne et que vous vous rendormez, chaque après-midi quand vous savez ce que vous devez faire, mais que vous décidez demain, chaque soir quand vous promettez que maintenant, oui, vous allez changer, sachant que vous ne le ferez pas. Cet ennemi n'est pas invisible, il a un nom, il s'appelle faiblesse, et vous la nourrissez, vous la traitez comme si elle était une invitée. Vous lui servez du temps, de l'énergie, des justifications. Aujourd'hui a été dur, je ne suis pas à 100%, je le mérite. Non, vous ne le méritez pas. Ce que vous méritez, c'est le respect de vous-même. Et cela ne s'obtient pas avec des excuses. Cela s'obtient en faisant ce que vous devez faire, même quand vous ne le voulez pas. Surtout quand vous ne le voulez pas. La faiblesse ne s'impose pas, elle s'infiltre. Elle apparaît quand vous êtes fatigué. Elle vous convainc que ralentir le rythme est de l'auto-soin. Elle vous dit qu'être dur avec vous-même est toxique. Elle vous offre du repos déguisé en équilibre. Et vous, qui voulez vous sentir bien, vous tombez. Parce que vous avez acheté l'idée que progresser doit être confortable. Mais grandir fait mal. Le changement dérange. Et la transformation ne demande pas la permission. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avancez pas ? Parce que chaque fois que l'inconfort pointe le bout de son nez, vous ouvrez une négociation. Au lieu d'agir, vous discutez avec vous-même. Au lieu d'exécuter, vous justifiez votre inaction. Et cette mentalité est le virus, celui qui ruine les habitudes, celui qui fait éclater les objectifs, celui qui vous rend fort pendant une semaine et faible pour le reste de l'année. Les stoïciens le savaient. La discipline ne dépend pas de l'humeur. On agit parce que c'est juste, pas parce que ça fait du bien. Marc Aurèle n'écrivait pas pour se motiver, il écrivait pour se rappeler à lui-même qu'il devait se dominer ou il serait dominé. Et vous êtes ici parce que vous vous laissez dominer, pas par les autres, par vous. Chaque fois que vous reportez quelque chose d'important, vous vous affaiblissez. Ce n'est pas seulement une tâche en attente, c'est un message à votre esprit. Je ne suis pas capable de réaliser ce que je me propose. Et cela s'accumule, jour après jour. Et à la fin, vous ne vous sentez pas mal pour ce que vous n'avez pas accompli. Vous vous sentez mal parce que vous savez que vous êtes le responsable.
Ça suffit, ne négociez plus. N'écoutez pas cette voix qui vous dit qu'aujourd'hui n'est pas le jour. Agissez sans permission, sans dialogue, sans drame. Faites-le avec fatigue, faites-le avec peur, faites-le sans envie. Parce que la seule façon de construire de la force est d'ignorer cette partie de vous qui veut rester faible. La prochaine fois que vous voudrez vous arrêter, souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous vous trompez, vous perdez du pouvoir. Et chaque fois que vous réussissez, même si c'est une petite action, vous vous reconstruisez. Vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin de décision. Une décision qui ne se discute pas, qui ne s'explique pas, qui s'exécute simplement. Vous n'êtes pas où vous voulez être parce que vous avez fait trop de concessions. Vous avez pardonné trop de fois votre propre paresse. Vous avez eu trop de conversations avec vous-même qui se terminent par une reddition. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que cette voix apparaît, ne lui répondez pas. Répondez-lui avec des faits. Et si un jour, vous avez à nouveau le sentiment que vous ne pouvez plus, souvenez-vous, vous n'êtes pas né faible. Vous vous êtes simplement habitué à vous trahir, mais vous pouvez briser le cycle, sans négocier, sans excuse, juste avec de l'action. 2. Contrôle tes réactions avant qu'elles ne te contrôlent. Une étincelle ne brûle rien par elle-même, mais si elle tombe sur de l'essence, elle détruit tout. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions. Le problème n'est pas ce qui se passe, mais l'état interne dans lequel tu te trouves quand cela se produit. Si tu n'as pas nettoyé ton esprit, n'importe quel mot t'enflamme, n'importe quel geste te blesse, n'importe quelle situation t'entraîne. Et plus tu réagis sans réfléchir, plus tu perds le contrôle de toi-même. Ce n'est pas le monde qui te provoque, c'est toi qui ne sais pas encore contenir ton feu sans te brûler. Le véritable pouvoir ne se montre pas en criant ni en explosant. Il se démontre lorsque tu peux regarder quelqu'un qui essaie de te provoquer et simplement ne pas répondre. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais que ce que tu fais avec ce sentiment définit ta vie. La plupart des gens réagissent comme un réflexe automatique, et ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage. Si tu ne décides pas comment agir, quelqu'un d'autre le fait pour toi. Et chaque fois que tu le permets, tu cèdes une partie de ta liberté. Le stoïcisme enseigne à mettre une pause entre le stimulus et la réaction. Cette pause est de l'or. C'est là que tu peux choisir. Tu peux t'arrêter une seconde, respirer et penser. Non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour le canaliser intelligemment. Parce qu'il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être maître de soi-même. Un élan peut ruiner des années de respect. Une réaction mal gérée peut fermer des portes qui ne s'ouvriront jamais plus. Les gens vont t'offenser, ils vont te mentir, ils vont te décevoir. C'est une partie du jeu. Mais ce qui ne fait pas partie du jeu, c'est que tu deviennes ce que tu détestes chaque fois que quelqu'un te provoque. Le monde est plein de personnes qui crient à l'intérieur et se détruisent à l'extérieur. Ne sois pas l'un d'eux, sois l'exception. Sois celui qui réfléchit avant de parler, celui qui répond calmement, celui qui domine le moment sans élever la voix. Beaucoup pensent que l'explosion est un signe de caractère. Ce n'est pas le cas. C'est un signe de manque de structure interne. Si quelque chose de petit peut te briser, alors ce que tu as construit n'était pas solide. La véritable force se mesure dans le silence avant la réaction, dans le contrôle avant le chaos, dans la présence qui maintient sa forme, même lorsque tout le reste se décompose. Tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde. Tu es ici pour agir avec maîtrise. Cela nécessite de la pratique, et la pratique signifie échouer de nombreuses fois jusqu'à ce que tu atteignes cette froideur stratégique qui ne repose pas sur l'indifférence, mais sur la concentration. Parce que pendant que les autres crient, tu avances. Pendant que les autres se défendent, tu comprends. Pendant que les autres réagissent, tu décides. Et cette maîtrise est ce qui change la donne. La prochaine fois que tu sens que quelque chose ou quelqu'un te fait perdre le contrôle, ne réponds pas immédiatement. Observe, respire, rappelle-toi qui tu veux être. Demande-toi si ce que tu es sur le point de faire renforce ton pouvoir ou l'affaiblit. Parce que chaque réaction mal gérée est un pas en arrière dans ton évolution. Et tu n'es pas là pour reculer,
Tu es là pour dominer. Être émotionnellement réactif, c'est vivre en étant esclave de l'extérieur. Être émotionnellement stratégique, c'est vivre depuis le centre. Là est la différence entre le chaos et le contrôle. Et c'est toi qui décides où te positionner. 3. Fais ce qui est difficile, même quand tu n'as pas envie. Les muscles ne grandissent pas pendant le repos, mais pendant la résistance. Et l'esprit fonctionne de la même manière. Il s'élargit lorsque tu fais ce que tu ne veux pas faire. Quand le corps est fatigué, quand l'humeur se cache, quand l'excuse te murmure à l'oreille. À ce point précis où presque tout le monde s'arrête, tu dois avancer. Parce que ce qui est difficile n'est pas l'obstacle. Ce qui est difficile, c'est la porte. Et seuls ceux qui franchissent cette porte sont ceux qui changent vraiment. Attendre d'avoir envie, c'est vivre piégé dans une prison invisible. Les faibles bougent quand ils ressentent. Les disciplinés bougent même s'ils ne ressentent rien. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de caractère. Ce qui est facile ne construit rien qui vaille la peine. Ce qui est confortable te maintient au même endroit. Si tu continues à choisir ce qui est plus doux, tu finiras par être trop fragile pour te soutenir quand les choses deviennent dures. La plupart des gens vivent en fonction de l'impulsion. Si la journée est bonne, ils s'efforcent. S'ils se sentent inspirés, ils avancent. Mais quand la fatigue arrive, ils se justifient. Quand l'inconfort apparaît, ils reculent. Rien ne se transforme ainsi. Peu importe si tu as du talent, des idées ou des rêves. Si tu ne fais pas ce qui est inconfortable, ce qui exige, ce qui fait mal, ton potentiel reste endormi. Et avec le temps, il disparaît. Fais ce qui est difficile. Même si personne ne te voit, même si tu n'as pas envie, même si cela semble ne pas en valoir la peine, parce que c'est là que tu te sépares du reste, c'est là que tu construis quelque chose qui ne dépend pas du temps, de l'humeur ou de l'approbation. Tu le construis à partir de la trempe, à partir de la capacité d'exécuter pendant que les autres attendent le moment parfait. Les stoïciens comprenaient que ce qui est précieux coûte. Il n'y a pas de grandeur sans inconfort. Il n'y a pas de vertu sans sacrifice. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de l'effort, alors tu es condamné à payer le prix du regret. Et c'est le plus élevé de tous. Parce qu'il arrive tard. Il arrive quand tu ne peux plus revenir en arrière. Il arrive quand tu as déjà perdu le temps, la force et l'opportunité. Le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème est que tu n'es pas prêt à le faire quand cela devient lourd. Parce que ce qui est difficile met à l'épreuve ton intégrité. Et c'est là que beaucoup se brisent. Ils remplissent leur bouche de belles paroles, mais au moment réel, ils choisissent de se reposer. Ils choisissent d'arrêter. Ils choisissent de revenir à ce qui les maintient dans le même cercle. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te durcir, pour répondre par l'action quand le corps demande une trêve, pour te lever tôt sans consulter la paresse, pour dire oui au travail acharné quand l'esprit crie de le laisser pour plus tard, parce que c'est ce qui façonne le respect de soi, accomplir quand personne ne t'oblige, agir quand il n'y a pas de récompense immédiate, le faire parce que tu l'as décidé, pas parce que quelqu'un t'a motivé. Fais ce qui est difficile et fais-le sans chercher d'applaudissements, sans le poster sur les réseaux, sans le raconter à personne. Fais-le parce que tu sais que chaque pas inconfortable aujourd'hui te donne de la force demain. Parce que chaque fois que tu fais ce qui est difficile, tu construis un type de caractère que tout le monde n'a pas. Le type de caractère qui n'a pas besoin de circonstances idéales pour avancer. Il a juste besoin de décision, et si aujourd'hui tu n'as pas envie, c'est encore mieux. C'est le moment exact pour agir. 4. Coupe le bruit et maîtrise ton attention. Un archer ne peut pas atteindre la cible s'il y a des cris dans son esprit. Tu peux avoir la meilleure flèche, le meilleur arc, même l'objectif le plus clair. Mais si tu n'as pas de silence intérieur, tout dévie. Ton esprit est pareil. Il ne faillit pas par manque de capacité, mais par excès de bruit. Et le bruit n'est pas toujours audible à l'extérieur. Parfois, il se trouve dans les pensées que tu n'as pas choisies, dans les distractions que tu nourris toi-même, dans cette anxiété constante à vouloir tout faire sauf ce qui compte vraiment. Tu vis saturé,
ton attention est fragmentée. Un message, une notification, une conversation sans sens, une préoccupation qui ne change rien. Tout cela rivalise pour ton attention. Et toi, sans t'en rendre compte, tu donnes ce que tu as de plus précieux, ta capacité à diriger ton énergie vers ce qui compte. Celui qui ne contrôle pas son attention ne contrôle pas sa vie, parce que tu finis par réagir au monde au lieu de le construire. Couper le bruit ne signifie pas te déconnecter du monde, mais filtrer ce qui mérite vraiment ta présence mentale. C'est te rendre compte que tout ce qui est urgent n'est pas important et que tout ce qui demande ton attention ne le mérite pas. Il y a des personnes, des idées, des contenus et des pensées qui ne sont là que pour te vider, pour divertir ton esprit pendant que ta vie est en retard. Et si tu ne fais rien à ce sujet, ils décideront pour toi ce que tu fais, ce que tu penses et en qui tu te transformes. Les stoïciens parlaient de l'importance de la maîtrise intérieure. Tu ne peux rien maîtriser à l'extérieur si tu ne gouvernes pas ce qui se passe à l'intérieur. Et cela commence par l'attention. Tu dois décider chaque jour à quoi tu donnes de l'espace. Parce que chaque seconde que tu donnes à l'inutile, tu la prends à ce qui transforme vraiment. Tu ne peux pas te plaindre de tes résultats si tu passes plus de temps à vérifier ce que font les autres qu'à construire le tien. L'attention est un muscle. Elle s'entraîne. Elle se renforce lorsque tu décides de ne pas ouvrir ce réseau social, lorsque tu laisses ton téléphone de côté, lorsque tu dis non à ce qui te fait perdre ta clarté. Celui qui vit interrompu finit inachevé, parce qu'il n'entre jamais en profondeur. Il ne finit jamais ce qu'il commence, il ne sent jamais qu'il avance. Et le manque de progrès te frustre, même si tu ne sais pas pourquoi. Coupe le bruit. Fais-le de manière radicale. Ne négocie pas avec lui. Ne dis pas juste 5 minutes de plus. Ne dis pas c'est juste pour me distraire un peu. Parce que ce peu suffit à perdre le fil de l'important. L'attention a besoin d'espace. Et cet espace ne se donne pas, il se protège. Comme une forteresse, comme une priorité. Parce que si tu ne défends pas ton attention, le monde la kidnappe. Tu n'es pas la victime de tes distractions. Tu es complice. Tu décides à quoi tu cliques, quelle conversation tu suis, quelle pensée tu nourris. Tu choisis si tu restes ferme ou si tu te perds dans le superficiel. La clarté ne se trouve pas, elle se construit en éliminant ce qui gêne. Et cela fait mal, parce que le bruit est confortable. Il est plus facile de se distraire que de faire face à ce qui est en suspens. Mais c'est seulement en affrontant l'inconfort que tu récupères le contrôle. Alors décide aujourd'hui sur quoi tu vas te concentrer et élimine tout ce qui n'apporte rien. Ne le garde pas pour plus tard. Ne le mets pas en pause. Coupe-le. Parce que l'attention ne définit pas seulement ta productivité, elle définit ton identité. Celui qui se concentre avance. Celui qui se disperse s'éteint. 5. Arrête de chercher l'approbation. Un miroir brisé va toujours déformer ton reflet. Et pourtant, beaucoup continuent à regarder là, espérant se voir bien. C'est ainsi que fonctionne la recherche constante d'approbation. Tu attends la validation de personnes qui n'ont même pas leur vie en ordre. Tu mendies la reconnaissance de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Et tu adaptes ton identité pour correspondre à un moule qui ne t'a jamais rendu justice. Et tu sais ce qui est le pire? Tu fais tout cela sans t'en rendre compte, parce que le besoin d'être accepté n'est pas toujours crié. Parfois, il se déguise en humilité, en sympathie, en « je suis flexible », alors qu'en réalité, c'est la peur de déplaire. Tu es tellement occupé à vouloir plaire que tu oublies de rester ferme. Tu changes ton ton, ton rythme, tes décisions, juste pour éviter les critiques ou l'inconfort. Mais ce que tu évites n'est pas le conflit externe, c'est le conflit interne. Parce que chaque fois que tu agis contre ce que tu es juste pour plaire, tu t'abandonnes. Et cette trahison silencieuse, répétée jour après jour, est celle qui te déconnecte le plus de toi-même. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Parce qu'au fond, tu as encore besoin que quelqu'un te dise que tu fais bien. Comme si ta valeur devait être approuvée par un applaudissement ou un regard extérieur. Mais le stoïcisme est clair, ta valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ta vertu, de ta cohérence, de ta capacité à agir selon tes principes, même lorsque personne ne regarde.
Les grands ne sont pas ceux qui plaisent à tous. Ce sont ceux qui supportent le rejet pour rester fidèles à eux-mêmes. Et si tu n'es pas prêt à être mal compris, à être critiqué, à être jugé, alors tu n'es pas prêt à être authentique. Parce que l'authenticité n'est pas confortable. Elle est ferme. Elle dérange les insécurisés. Elle agace ceux qui vivent en prétendant. Et si tu veux être réel, tu dois être prêt à perdre les applaudissements. Tu n'es pas ici pour t'intégrer. Tu es ici pour construire quelque chose de toi-même. Et tu ne peux pas le faire si tu es attaché au besoin d'être accepté. Cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle te fait parler moins clairement, prendre moins de risques, montrer moins de ce que tu penses vraiment. Et le pire, elle t'éloigne des gens qui pourraient te respecter pour qui tu es vraiment. Arrête de vivre pour plaire. Tu n'es pas obligé d'être aimé. Tu n'as pas besoin de t'adapter à chaque groupe pour avoir de la valeur. Tout ce dont tu as besoin, c'est du respect de toi-même. Et ce respect naît lorsque tu dis ce que tu penses, fais ce que tu crois et maintiens ton cap, même si la majorité ne le comprend pas. Parce que c'est là que le caractère se voit, non pas dans ce que tu dis que tu es, mais dans ce que tu maintiens lorsque l'environnement te demande de te plier. Beaucoup traversent la vie déguisée en version agréable d'eux-mêmes. Et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent vides, pourquoi ils ne se connectent à rien de réel, pourquoi ils se sentent perdus même s'ils sont entourés de gens. Parce que vivre en cherchant l'approbation te remplit de bruit, mais te vide de l'intérieur. Tu es présent, mais tu n'es pas toi. Le jour où tu arrêteras de chercher l'approbation, tu commenceras à vivre depuis ton centre. Les opinions continueront, mais elles ne feront plus mal. Les critiques viendront, mais elles ne te freineront plus. Et là, tu découvriras quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as juste besoin de te respecter suffisamment pour ne pas changer pour personne. 6. Le silence et le pouvoir. Parle moins, domine plus. Une tempête n'avertit pas avec des cris, elle arrive en silence et change tout. Le véritable pouvoir fonctionne de la même manière. Il n'a pas besoin de s'annoncer, il ne cherche pas à être vu, il n'exige pas d'attention. On le ressent. Et pourtant, aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, tout le monde veut dire quelque chose, tout le monde cherche à avoir le dernier mot. Mais plus tu parles, plus tu perds d'énergie. Plus tu expliques, plus tu t'exposes. Plus tu fais de bruit, moins tu entends ce qui compte vraiment. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. C'est la façon la plus solide de garder ton centre lorsque tout autour de toi cherche à te déstabiliser. Les faibles réagissent avec des mots, ils se justifient, ils s'expliquent, ils se défendent à la moindre égratignure. Mais celui qui se maîtrise de l'intérieur n'a pas besoin de cela. Le silence devient son armure. Non pas parce qu'il ne peut pas parler, mais parce qu'il n'a pas besoin de le faire pour avoir du poids. Parler moins n'est pas se taire par peur, c'est choisir chaque mot avec intention. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que tous les commentaires ne nécessitent pas ton opinion, qu'il y a plus de force dans un regard ferme que dans 1000 discours impulsifs. Tu n'es pas ici pour convaincre le monde de qui tu es. Tu es ici pour le prouver par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Celui qui sait utiliser le silence apprend à observer. Et celui qui observe bien comprend mieux. Il voit les intentions derrière les gestes, détecte les manipulations déguisées en amabilité, distingue qui parle par sagesse et qui veut juste paraître important. Alors que le monde discute, celui qui domine se tait, analyse et agit au moment précis. Non pas par timidité, mais par clarté. Parce que lorsque tu parles depuis le contrôle, chaque mot est un coup. Mais lorsque tu parles depuis l'émotion, chaque mot est un tir mal dirigé. Les stoïciens ne gaspillaient pas les mots. Ils croyaient que le langage devait être guidé par la raison, pas par l'impulsion. Parce qu'ils savaient que quand tu parles sans penser, tu deviens esclave de ce que tu as dit. Et tu n'es pas là pour être esclave de quoi que ce soit, encore moins de ton ego. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la confiance. C'est savoir que tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour rester ferme. C'est avoir assez de force pour ne pas entrer dans des discussions qui ne mènent à rien.
c'est regarder l'autre sans avoir besoin de t'imposer. Parce que celui qui domine n'a pas besoin de crier. Il a juste besoin de se tenir debout. Et cela, dans un monde bruyant, est une déclaration de guerre contre le chaos. Parle moins. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu es occupé à agir. Parce que pendant que d'autres s'épuisent à parler de ce qu'ils vont réaliser, tu marches vers cela en silence. Parce que pendant que d'autres se défendent pour ne pas paraître faible, tu te renforces de l'intérieur pour ne pas avoir à te défendre de quoi que ce soit. Tu décides où placer ton énergie. Tu peux la dépenser en explications éternelles ou tu peux l'investir en actions percutantes. Tu peux utiliser ta voix comme un bouclier ou comme une épée. Mais souviens-toi, plus tu parles, plus tu révèles tes points faibles. Plus tu te tais fermement, plus tu déconcertes ceux qui t'ont sous-estimé. Ne deviens pas prévisible, ne réagis pas comme on s'y attend. Que ton silence soit si inconfortable qu'il oblige les autres à se remettre en question. Que ta présence parle avant toi. Parce que le véritable contrôle n'a pas besoin de présentation. Et quand tu décides de parler, que chaque mot porte une intention. Qu'il pèse, qu'il coupe. Parce que si tu vas rompre le silence, que ce soit seulement pour clarifier une chose, tu es ici pour diriger, pas pour crier. 7. L'inconfort est ton maître. Ne le fuis pas. Le métal ne se forge pas dans le vent, il se moule dans le feu. Et toi, si tu veux vraiment te durcir, tu dois entrer dans le feu sans trembler. Il n'y a pas de croissance dans le confort. Il n'y a pas de transformation dans la facilité. Chaque fois que tu fuis l'inconfort, tu rejettes la seule véritable opportunité d'évoluer. Parce qu'elle ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te polir. Mais seulement si tu la supportes sans te victimiser. Tout le monde dit qu'il veut grandir, mais dès que la vie leur demande plus, ils reculent. Dès que quelque chose leur fait mal, ils se cachent. Dès que quelque chose les dérange, ils l'évitent. Ils ne réalisent pas que l'inconfort n'est pas une punition, c'est un signal. C'est le seuil entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Mais seulement si tu restes là. Seulement si tu laisses cela te défier, seulement si tu acceptes le poids de la difficulté sans chercher des sorties rapides. Le problème n'est pas que la vie soit dure, c'est qu'on t'a vendu l'idée qu'elle ne devrait pas l'être. Et c'est pourquoi, lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu l'interprètes comme une injustice. Mais ce n'est pas le cas, c'est un test. L'inconfort te dit, c'est le niveau suivant, vas-tu résister ou vas-tu fuir ? Et la plupart fuient. Ils abandonnent avec élégance. Ils se justifient. Ils se distraient avec des plaisirs bon marché. Tout pour ne pas ressentir ce coup qui dérange, mais qui transforme aussi. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Sénèque a écrit que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La douleur peut t'enseigner. La souffrance vient de ta résistance à apprendre. Parce que si tu embrasses l'inconfort, tu découvres que c'est un outil, pas un ennemi. Chaque situation inconfortable est un maître avec un message direct. Ce qui te dérange le plus, c'est ce que tu dois affronter le plus. Ne fuis pas le silence, c'est là que tu entends ta vérité. Ne fuis pas l'effort, c'est là que tu construis ton caractère. Ne fuis pas la critique, c'est là que tu testes ta sécurité. Chaque chose que tu évites est justement ce qui te forge. Mais plus tu la repousses, plus tu deviens faible. Parce que ce que tu n'affrontes pas te domine. Apprends à rester là où beaucoup s'en vont. C'est là que se séparent ceux qui parlent seulement de changement de ceux qui l'exécutent. Reste quand ça dérange. Reste quand ça fait mal. Reste quand ton esprit te dit d'arrêter. Parce que c'est seulement là que tu vas trouver la partie de toi que tu ne connaissais pas. Celle qui ne cherche pas le réconfort, cherche la résistance. Celle qui ne négocie pas avec la peur, la regarde dans les yeux et continue à marcher. L'inconfort ne te hait pas. Il te révèle. Il montre qui tu es sans masque. Et là, dans cet espace où tu ne peux pas échapper à toi-même, tu as deux chemins, te victimiser ou te lever. Si tu choisis de te lever, chaque jour difficile devient ton entraînement. Chaque coup émotionnel se transforme en structure interne. Chaque perte devient une leçon. Et cette accumulation avec le temps te rend indestructible. Ne cherche pas le confort si tu veux le pouvoir. Ne demande pas la paix sans avoir combattu. N'exige pas de résultats sans être passé par le feu.
parce que tout ce que tu veux est derrière ce que tu évites aujourd'hui. Et tu ne l'obtiendras pas en fuyant. Tu l'obtiendras en y entrant, en restant, en l'acceptant. L'inconfort n'est pas la fin du chemin. C'est le début du véritable changement. 8. Alignez vos actions avec vos valeurs. Une horloge déréglée peut indiquer l'heure, mais elle mentira toujours. C'est ainsi que fonctionne votre vie lorsque vous dites une chose et en faites une autre. Vous pouvez parler de discipline, mais si vous cédez à la moindre impulsion, vous mentez. Vous pouvez parler de liberté, mais si vous vivez en cherchant à plaire à tout le monde, vous êtes piégé. Le décalage entre ce que vous dites être et ce que vous faites est la raison pour laquelle vous vous sentez vide, déconcentré, frustré. Vous n'avez pas besoin de plus d'objectifs, vous avez besoin de cohérence. Tout ce que vous avez construit jusqu'à présent repose sur vos habitudes. Et si ces habitudes ne sont pas alignées avec vos valeurs, alors vous vous sabotez à long terme. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, mais si vos actions vont dans une autre direction, ces intentions ne valent rien. Le monde ne répond pas à vos idées, il répond à vos décisions. Ce que vous faites lorsque personne ne vous voit est ce qui définit le cours de votre vie. Et voici la partie difficile. Si vous n'agissez pas selon ce que vous dites croire, vous vous trahissez. Personne ne peut le remarquer, mais vous le savez. Et cette auto-tromperie silencieuse est plus corrosive que toute critique externe. Parce que chaque fois que vous rompez votre parole, chaque fois que vous vous promettez quelque chose et que vous ne le tenez pas, vous enseignez à votre esprit qu'il ne peut pas vous faire confiance. Et un esprit qui ne se fait pas confiance ne construit rien de solide. Les stoïciens parlaient de la vertu comme le centre de tout, non pas comme une idée moraliste, mais comme une norme interne. Vivre en vertu signifie que vos actions reflètent vos principes, que votre vie est une manifestation de ce que vous valorisez. Et cela ne se réalise pas avec des discours, cela se réalise avec des décisions quotidiennes, avec fermeté, avec inconfort, avec sacrifice. Vous voulez avoir la paix intérieure ? Alignez votre comportement avec ce que vous savez être juste. Vous voulez du respect pour vous-même ? Arrêtez de justifier ce que vous savez vous affaiblir. Vous voulez vraiment avancer ? Soyez brutalement honnête avec vous-même et éliminez toute action qui ne représente pas la personne que vous dites être. Il ne suffit pas de paraître, il faut être. Vous n'avez pas à être parfait, mais vous devez être cohérent. Si vous échouez, que ce soit à cause de vos limites, pas de votre paresse. Si vous tombez, que ce soit pour avoir essayé au maximum, pas pour avoir évité l'effort. Et si vous décidez quelque chose, que cela se voit dans votre comportement. Parce que personne ne se respecte pour ce qu'il pense. On se respecte pour ce qu'on fait. L'estime de soi ne se construit pas avec des affirmations positives. Elle se construit en tenant ses promesses, sans excuses, sans détour. Aligner vos actions avec vos valeurs est la chose la plus simple à comprendre et la plus difficile à exécuter. Parce que cela exige de renoncer à ce qui est confortable. Cela exige de revoir votre vie avec crudité. Cela exige de faire des changements que personne n'applaudit, mais c'est le prix de la liberté. Parce qu'une personne cohérente ne vit pas en rebondissant sur ses émotions ou en dépendant de son environnement. Elle vit guidée par des principes. Et ce type de personne devient inébranlable. Vous n'avez pas besoin de motivation si vous avez une direction. Et votre direction vient de vos valeurs. Mais pour que ces valeurs aient de la force, elles doivent se refléter dans votre façon d'agir, de parler, de décider, de vivre. Chaque action que vous faites est une déclaration. La question est, déclarez-vous qui vous êtes vraiment ou jouez-vous un rôle qui s'effondre au premier coup? Ne dites plus, montrez, ne promettez plus, exécutez. Que votre vie soit votre argument, que votre discipline soit votre langage, que votre cohérence soit votre bouclier. Parce qu'à la fin, celui qui s'aligne avance, et celui qui avance en silence, avec fermeté, sans dévier de ce qu'il croit, finit par être invincible. Imagine ceci, tu as entre tes mains un diamant brut. Il ne brille pas, il n'est pas impressionnant, il ressemble à une pierre ordinaire, mais il est tout. Parce qu'avec de la pression, du travail, de l'intention, il devient le plus précieux. Ce diamant, c'est ton esprit.
Et la plupart des gens le laissent sale, enterré, sans forme. Ils préfèrent embellir leur corps, leurs réseaux sociaux, leur image. Mais leur esprit, ils le laissent plein de poussière, réactif, dispersé, sans contrôle. Et puis ils se demandent pourquoi ils échouent, pourquoi ils répètent les erreurs, pourquoi ils se sentent vides, même quand tout va bien. La réponse est simple. Ils ont laissé la chose la plus importante sans sculpter. Tu ne peux pas avoir une vie claire avec un esprit embrouillé. Tu ne peux pas prendre des décisions puissantes avec des pensées fragiles. Tu ne peux pas être libre si tu ne peux même pas contrôler ce que tu penses. Ici, nous ne sommes pas venus pour te donner de belles phrases. Nous sommes venus pour te donner des outils. Parce que l'entraînement de l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si tu ne le fais pas, la société, les réseaux, le chaos le feront pour toi. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est une pratique quotidienne, c'est une discipline mentale. C'est te lever un jour de plus et décider de ne pas être l'esclave de tes impulsions. C'est faire taire le bruit du monde et écouter ce qui compte vraiment. Je ne te parle pas depuis le confort, je te parle depuis l'urgence. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas la direction qu'ils choisiront pour toi. Alors aujourd'hui, maintenant, commence à nettoyer ce diamant. Parce que ce qui peut en sortir, c'est brutal. Mais d'abord, il faut polir. Allons-y. 1. Fais de ton esprit ton terrain d'entraînement quotidien, pas ta zone de confort. Ton esprit est comme un muscle endormi, enfermé dans une salle de sport vide où les poids sont couverts de poussière. Beaucoup ont accès à cette salle de sport, mais peu y entrent. Et ceux qui y entrent se forcent rarement vraiment. Ils préfèrent rester dans la partie confortable, sur le tapis roulant mental, répétant les mêmes pensées sans avancer nulle part. C'est ainsi que l'esprit s'oxyde. Non pas parce qu'il n'a pas de potentiel, mais parce que personne ne le sollicite. Parce que le confort a remplacé l'effort, et que le confort est devenu la cage dorée de milliers de personnes qui pensent que penser suffit. Mais penser n'est pas s'entraîner, raisonner sans agir n'est qu'une illusion de progrès. Si tu ne te forces pas à penser différemment, si tu ne sors pas ton esprit du pilote automatique, tu n'atteindras jamais le niveau de clarté, de concentration et de maîtrise que tu dis vouloir. Le stoïcisme nous le fait clairement comprendre. Ce qui n'est pas entraîné s'affaiblit. Ce qui n'est pas défié devient paresseux. Ce n'est pas un hasard si Marc Aurèle écrivait tous les jours pour renforcer son caractère, non pas pour se motiver, mais pour rester ferme. Il était un empereur, mais il s'entraînait comme un soldat mental, parce qu'il comprenait qu'un esprit qui ne s'exerce pas se corrompt facilement. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Ils se laissent influencer, manipuler, contrôler par n'importe quelle émotion ou stimulus externe. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas entraîné leur capacité à résister, à penser avant d'agir, à filtrer avant de parler, à observer avant de juger. Transformer ton esprit en un terrain d'entraînement implique de te mettre mal à l'aise tous les jours. Cela implique de lire quand tu préfères te distraire, d'écrire quand tu préfères procrastiner, d'observer tes pensées quand tu préférerais fuir. C'est d'avoir des routines mentales comme des exercices de force, des questions qui te confrontent, des réflexions qui te secouent, des habitudes qui ne te permettent pas de revenir en arrière. Un athlète mental ne se forme pas avec des excuses, mais avec une structure, avec intention, avec pratique et surtout avec une brutalité honnête. Parce que s'entraîner l'esprit n'est pas faire des affirmations devant le miroir pour se sentir bien. C'est te regarder sans filtre, sans fioriture et te dire la vérité que personne d'autre n'ose te dire. Tu es faible ici, tu réagis là, tu répètes ce que tu as promis de changer. Et cette conscience, bien qu'elle fasse mal, est le premier pas pour se renforcer. Demande-toi ceci. Quand est-ce la dernière fois que tu as poussé ton esprit à la limite? Quand est-ce la dernière fois que tu t'es assis avec toi-même, sans bruit, sans écran, juste toi et tes pensées, sans fuir? Si tu ne peux pas te souvenir de ce moment, alors tu as vécu dans une zone de confort mental déguisée en routine. Mais ne te punis pas, commence aujourd'hui. Pense à ton esprit comme à une forteresse en construction.
Chaque jour où tu te mets au défi, chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que le plaisir immédiat, tu construis un mur plus fort. Chaque fois que tu t'assois pour penser, pour écrire, pour remettre en question ce que tu fais, tu affines les armes dont tu as besoin pour résister aux tempêtes que la vie te lancera inévitablement. Fais de ton esprit ton terrain d'entraînement quotidien. Peu importe si le reste ne le fait pas. Peu importe si personne ne le remarque. Ce travail est silencieux, interne, solitaire. Mais ses résultats se ressentent partout. Dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu décides, dans la façon dont tu affrontes ce que les autres ne peuvent pas. Parce que pendant qu'ils réagissent, tu réponds. Pendant qu'ils se brisent, tu résistes. Pendant qu'ils se perdent, tu restes ferme. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu t'es entraîné. Et cela, de nos jours, est déjà une forme de pouvoir. 2. Déclare la guerre à la paresse mentale avant qu'elle ne te vole le contrôle. La paresse mentale est comme une fuite silencieuse dans un bateau. Elle ne fait pas de bruit, elle n'est pas perceptible au début, mais elle te coule lentement. Non pas par un coup soudain, mais par un goutte à goutte constant. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà entouré d'eau, sans force pour ramer. C'est ainsi qu'elle fonctionne. Elle n'arrive pas en criant, elle arrive en chuchotant. Elle te convainc qu'il est bien de remettre à plus tard. Qu'il ne se passe rien si aujourd'hui tu ne penses pas, si aujourd'hui tu ne fais pas d'efforts, si aujourd'hui tu te laisses distraire. Et ce « aujourd'hui » devient ta façon de vivre. Elle t'endort, te tranquillise, te donne une fausse sensation de paix. Mais à l'intérieur, elle t'éteint. C'est pourquoi il faut lui déclarer la guerre. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas devenir quelqu'un qui réagit par réflexe, qui consomme sans discernement, qui vit avec l'esprit endormi, anesthésié, incapable d'agir fermement lorsque la vie l'exige. La paresse mentale n'est pas seulement de la fainéantise. C'est le désintérêt pour l'entraînement de la pensée. C'est se laisser porter par la facilité. C'est céder le pouvoir aux algorithmes, aux opinions des autres, aux impulsions. C'est consommer plus que l'on réfléchit. C'est vivre plus en automatique qu'en intention. Un stoïcien ne permet pas cela. Un stoïcien est éveillé. Il observe, il anticipe, il s'exige. Parce qu'il sait que s'il laisse son esprit se rouiller, son jugement le fera aussi. Et si son jugement s'affaiblit, toute sa vie se désordonne. C'est pourquoi Marc Aurèle répétait dans ses méditations l'importance de ne pas laisser l'âme devenir molle. Et cette âme molle est l'esprit qui évite de penser, qui ne veut pas être dérangé, qui cherche des raccourcis tout le temps. Déclarer la guerre signifie prendre position. Ce n'est pas une lutte physique, c'est une bataille quotidienne de décision. C'est se lever et choisir ce qui renforce, pas ce qui distrait. C'est lire quand tu pourrais regarder des vidéos sans fin. C'est écrire pour clarifier les idées au lieu de te remplir des opinions des autres. C'est arrêter pour penser avant d'agir, même quand l'impulsion est forte. C'est interrompre ce cycle mental de procrastination qui t'a fait tant de mal. Parce que la paresse mentale ne te prévient jamais quand elle a pris le contrôle. Tu te rends simplement compte quand tu n'as plus de direction, quand tu manques d'énergie sans raison, quand tu t'énerves pour tout, quand tu as du mal à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Commence par de petites décisions. Au réveil, choisis une question puissante et réponds-y par écrit. Que ferait aujourd'hui quelqu'un qui maîtrise déjà son esprit ? Comment agirait cette version de moi qui ne se laisse pas vaincre par la paresse interne ? Installe des routines mentales comme des habitudes non négociables. Chaque jour, fais quelque chose qui défie ta façon de penser, qui te dérange, qui te sort de la prévisibilité. Répète des phrases qui te réveillent. Si je ne pense pas, je m'éteins. Si je n'agis pas, je stagne. Si je ne m'entraîne pas, je m'affaiblis. Et surtout, entoure-toi d'environnements qui t'exigent, pas qui t'endorment. Parce que si tu es entouré de stimuli qui ne te permettent pas de penser, il est plus facile de tomber dans cette paresse déguisée en repos. Ce n'est pas une guerre qui se gagne d'un coup. C'est une guerre qui se déclare tous les jours. Et chaque jour que tu vains la paresse mentale, tu récupères une partie de toi. Tu récupères ton focus. Tu récupères ton énergie. Tu récupères ta direction. Tu ne deviens pas fort simplement parce que tu le veux. Tu deviens fort
Parce que tu arrêtes de te permettre d'être faible, et cela commence maintenant, ici, avec ton esprit, avec la façon dont tu choisis de l'utiliser. Parce que si tu ne te bats pas pour le contrôler, la paresse le fera pour toi. Et quand cela se produira, tu n'auras plus de volonté, tu auras des excuses. Et cela, pour quelqu'un qui veut maîtriser sa vie, est inacceptable. 3. Apprends à te gouverner au milieu de la tempête émotionnelle. Un esprit sans contrôle émotionnel est comme une maison sans porte ni fenêtre. Tout y entre, la poussière, le bruit, le froid, même les intrus. Et le pire, tu ne te rends même pas compte du mal qu'ils te font jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer en paix. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, avec l'esprit ouvert à toute stimulation, à chaque émotion qui apparaît, sans filtre, sans limite. Si la colère arrive, ils la laissent prendre le contrôle de tout. Si la tristesse arrive, ils en font le maître absolu. Si quelque chose tourne mal, ils permettent à la frustration de dicter le reste de leur journée. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de leadership interne, juste une maison vulnérable au chaos. Te gouverner ne signifie pas t'enfermer ni prétendre que rien ne t'affecte. Cela signifie construire des portes mentales. Savoir quand ouvrir, quand fermer, quand observer et quand intervenir. Parce que si tu ne le fais pas, ta réaction automatique le fera. Et ces réactions n'ont pas de compassion. Elles te feront dire des choses que tu ne penses pas, saboter des liens importants, abandonner avant l'heure, tomber dans des cycles répétitifs. Tout cela parce que tu ne t'es pas arrêté un instant pour filtrer. Tout cela parce que tu n'as pas appris à maîtriser le flux interne de tes émotions. Les stoïciens ne parlaient pas d'éliminer les émotions, mais de les mettre à leur place. Ils disaient que l'émotion n'est pas l'ennemi, c'est le manque de jugement. Quand Sénèque a écrit sur la colère, il ne l'a pas niée, il l'a étudiée, il l'a désarmée, il l'a comprise. Parce que tu ne peux gouverner que ce que tu connais. Et connaître tes émotions n'est pas une question d'analyse pendant des heures, c'est remarquer comment elles surgissent, comment elles t'affectent, comment elles déforment la réalité. C'est te demander si ce que tu ressens est proportionnel à ce qui se passe ou si c'est simplement l'écho de vieilles blessures, de croyances inconscientes, de peurs déguisées en fierté. Te gouverner est une pratique quotidienne qui exige une attention constante. Quand tu sens que quelque chose te domine, observe ton corps, ta respiration, ton langage. Remarque si tu répètes des schémas. Prends un moment pour respirer avant de répondre à ce message, avant de lever la voix, avant de passer cet appel que tu sais qu'il naît de l'impulsion et non de la clarté. Cette seconde de pause peut t'épargner des jours de regret. Parce que les émotions sont éphémères, mais les conséquences peuvent durer des années. N'attends pas non plus la perfection. Te gouverner n'est pas éliminer le chaos, c'est apprendre à marcher à l'intérieur de lui sans perdre le cap. C'est pouvoir être au milieu du conflit sans en faire partie. C'est reconnaître la douleur sans la transformer en ton identité. C'est ressentir la peur et avancer quand même. Et cela ne te rend pas moins humain, cela te rend plus fort. Parce qu'il y a des gens qui accomplissent beaucoup, mais qui se sabotent avec leurs émotions. Non pas par manque de talent, mais par manque de tempérament. Parce qu'ils n'ont pas construit cette maison mentale avec des limites, avec une structure, avec une force émotionnelle. Commence par admettre que tes émotions ne te définissent pas, elles te rendent visite seulement. Certaines viennent pour t'enseigner, d'autres pour te mettre à l'épreuve, d'autres répètent simplement de vieilles histoires. Tu décides si tu les laisses entrer, si tu les écoutes ou si tu les laisses simplement passer. Mais décide avec conscience, pas avec impulsion. La maturité émotionnelle ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu fais avec ce que tu ressens. Parce qu'au final, nous affrontons tous des tempêtes internes, mais seuls ceux qui apprennent à se gouverner peuvent continuer sans perdre le cap. Et si tu y arrives, tu ne penseras pas seulement avec plus de clarté, tu vivras avec plus de liberté. Parce que tu ne seras plus l'esclave de ce qui se passe en toi. Tu seras le maître de ton espace mental. Et cela, dans ce monde, est un véritable pouvoir. 4. Fais taire le bruit qui te confond et écoute ce qui compte vraiment. L'esprit est comme une radio mal réglée.
Toute la journée, elle émet des interférences, des voix mélangées, des annonces que tu n'as pas demandées, des opinions d'autrui, des souvenirs filtrés par la peur, et 1000 chansons que tu n'as pas choisies, mais qui sonnent quand même. Tu essaies de te concentrer, mais le bruit est constant. Tu essaies de penser clairement, mais parmi tant de signaux, tu ne sais plus quelle est ta propre voix. Et dans cette confusion, tu prends des décisions qui ne te représentent pas. Tu adoptes des idées qui ne t'appartiennent pas et tu finis par vivre une vie construite par le bruit des autres. Si tu n'apprends pas à éteindre ce chaos, tu n'entendras jamais ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, le monde te crie de tous les angles. Réseaux sociaux, actualités, conversations vides, jugements déguisés en conseils. Tout le monde veut donner son avis sur ta vie, tout le monde veut te dire comment tu devrais être, ce que tu devrais faire, où tu devrais aller. Et si tu n'es pas solide, ce bruit s'infiltre dans ta tête, se faufile dans ton système, te programme sans que tu t'en rendes compte. Il n'y a pas de paix mentale possible lorsque tu es connecté à chaque stimulus sans pause. Le bruit ne te distrait pas seulement, il t'affaiblit, parce qu'il fragmente ton attention, disperse ton énergie et enterre ton intuition sous des tonnes de données inutiles. Le stoïcisme enseignait à filtrer, à choisir, à ne pas se laisser emporter par tout ce qui se passe en dehors de soi. Épictète parlait de fermer les portes de l'âme à ce qui ne dépend pas de toi. Et c'est la clé. Il ne s'agit pas de t'enfermer dans une grotte, il s'agit d'entraîner ta perception pour savoir quoi ignorer et quoi écouter. Parce que la clarté n'apparaît pas seule. La clarté se cultive. Et pour la cultiver, tu as besoin d'espace, tu as besoin de silence. Tu as besoin de désapprendre l'habitude moderne d'être surstimulé tout le temps. Fais du silence une pratique, pas seulement le silence extérieur, aussi le silence intérieur. Ne réponds pas à chaque pensée comme si elle était urgente. N'agis pas chaque émotion comme si c'était un ordre. Observe, arrête-toi, respire. Demande-toi si ce qui te perturbe maintenant mérite vraiment ton attention ou si ce n'est qu'une distraction de plus. Beaucoup du bruit que tu permets dans ton esprit vient du fait que tu ne fixes pas de limites. Aux personnes qui interrompent ton focus, aux nouvelles qui ne font qu'alimenter ton anxiété, aux idées qui te disent que tu n'es jamais assez. Ce bruit n'est pas là par hasard. Il est là parce que tu n'as pas appris à fermer la porte. Commence à identifier ce qui te vide mentalement. Qu'est-ce que tu consommes qui te laisse plus confus qu'avant? Quelle conversation te vide? Quelle pensée se répète comme un écho sans sens? Un esprit fort n'est pas celui qui supporte tout, c'est celui qui choisit avec précision ce qu'il laisse entrer. Sois exigeant avec ton attention. Traite-la comme la ressource la plus précieuse que tu as, parce que c'est le cas. Chaque minute que tu donnes à l'irrélevant est une minute que tu retires à ce qui pourrait te transformer. Et si tu laisses le bruit gagner, ta propre voix deviendra un murmure que tu ne peux pas reconnaître. Écouter ce qui compte nécessite du courage, parce que ce qui est important n'est pas toujours confortable. Parfois, ce que tu as vraiment besoin d'entendre, c'est cette partie de toi qui te confronte, qui te dit la vérité que tu ne veux pas accepter, qui te demande plus. Et pour que cette voix ait de la place, tu dois éliminer les autres. Pas toutes, seulement celles qui ne te servent plus. Celles qui ne font que remplir ton esprit sans apporter quoi que ce soit. Le silence n'est pas vide. Le silence est un espace pour revenir à toi, pour te reconnecter à l'essentiel. Pour penser de l'intérieur, pas du bruit. Un esprit silencieux n'est pas un esprit passif, c'est un esprit concentré. Et celui qui concentre son esprit, concentre sa vie. Alors commence aujourd'hui. Baisse le volume du monde et monte le volume de ta conscience. Parce que c'est là que commence tout changement réel. Et sans clarté, il n'y a pas de chemin qui vaille la peine. 5. Pense comme un stratège, agis comme un guerrier, crée des habitudes qui ne te trahissent pas. Ton esprit est comme une horloge de précision. Chaque engrenage représente une décision, une action, une habitude. Si l'un de ces engrenages est déplacé, tout le mécanisme se dérègle. Le temps est perdu, la direction dévie, la force se disperse. Tu peux avoir la meilleure intention du monde, mais s'il n'y a pas de structure, tout se retarde.
tout échoue. Le problème est que beaucoup veulent avancer sans vérifier comment leur horloge interne fonctionne. Ils improvisent, réagissent, se laissent guider par l'impulsion et ensuite se frustrent parce qu'ils ne voient pas de résultat. Mais ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de design. Il ne s'agit pas seulement de bouger, il s'agit de bouger avec précision. C'est pourquoi tu as besoin d'habitudes qui s'emboîtent les unes dans les autres, qui se synchronisent, qui forment une véritable stratégie mentale. Penser comme un stratège, c'est arrêter de vivre en éteignant des incendies, c'est anticiper, c'est planifier tes journées comme quelqu'un qui calibre un instrument délicat. Tu ne laisses rien au hasard. Tu te demandes quelles décisions affaiblissent ma structure, quelles habitudes suis-je en train de permettre qui sabotent ma progression. Le stratège n'attend pas d'être motivé. Il conçoit des systèmes qui le maintiennent en mouvement même lorsque l'envie disparaît, parce qu'il sait que le chaos arrive toujours, et s'il n'est pas préparé, il est emporté. Mais penser ne suffit pas. Il faut exécuter. C'est là qu'intervient le guerrier, celui qui ne doute pas, celui qui ne remet pas à plus tard, celui qui agit. Un guerrier discipliné n'a pas besoin d'inspiration quotidienne, il a juste besoin d'une raison claire et d'un système solide. Parce que la bataille n'est pas gagnée avec des désirs, elle est gagnée avec de la constance. Et c'est ce que donnent les habitudes bien créées, une direction constante, une force qui ne dépend ni de l'humeur ni de l'environnement. Quand ton esprit pense avec stratégie et que ton corps bouge avec discipline, tout commence à s'organiser. Les stoïciens vivaient cela tous les jours. Marc Aurèle écrivait pour renforcer sa structure mentale. Sénèque revoyait ses actes pour corriger avec précision. Épictète enseignait que la répétition est la clé de la maîtrise. Aucun d'eux ne comptait sur le hasard. Ils créaient une architecture interne qui leur permettait de résister à tout. Et tu dois faire de même. Ne copie pas les routines des autres. Crée les tiennes. Mais qu'elles soient solides, qu'elles te demandent, qu'elles restent même dans les jours sombres. Parce que quand tout échoue, l'habitude correcte est ce qui te sauve. Tu n'as pas besoin de faire 10 choses par jour. Tu as besoin de faire 3 choses avec excellence. Choisis des habitudes qui se connectent à ton but, qui ne te permettent pas de perdre le focus. Écrire 10 minutes, réfléchir 5, éliminer les distractions à une certaine heure. Avoir une phrase que tu répètes chaque matin pour calibrer ta pensée. Tout cela semble minime, mais c'est exact. Et la précision est ce qui construit le pouvoir. Pas le bruit, pas l'excès, la précision. Rappelle-toi que la discipline est le langage du respect de soi. Chaque habitude que tu maintiens est une façon de te dire « je ne compte pas me trahir ». Tu ne le fais pas pour impressionner quelqu'un. Tu le fais parce que tu comprends que personne d'autre ne va soutenir ton esprit pour toi. Parce que tu sais que si tu ne conçois pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera. Et tu n'aimeras pas le résultat. Alors, ajuste ton horloge interne. Ajuste chaque engrenage. La pensée stratégique donne la direction. L'action constante donne le rythme. Et quand ces deux-là travaillent ensemble, le temps n'est pas perdu. Il est conquis. Parce que chaque jour avec des habitudes solides est un pas de plus vers la version la plus solide de toi. Une qui ne se brise pas, une qui ne s'arrête pas, une qui sait qui elle est, parce qu'elle s'est construite elle-même, sans échec, sans excuse, avec précision. 6. Brise le sort des croyances qui t'enchaînent et réécris ton histoire. L'esprit est comme une vieille maison construite sur des fondations que tu n'as jamais remises en question. Des murs décorés de phrases que quelqu'un d'autre a dites. Des portes qui ne s'ouvrent que là où on t'a appris. Des fenêtres qui offrent une vue limitée du monde. Le triste, c'est que beaucoup de gens passent toute leur vie à vivre là-dedans, convaincus que c'est tout ce qui existe. Non pas parce qu'il n'y a rien d'autre, mais parce qu'ils n'ont jamais osé vérifier les plans. Ils n'ont jamais pensé à démolir un mur, à ouvrir un nouvel accès ou à lever le toit pour regarder le vrai ciel. Les croyances limitantes sont cette architecture invisible qui façonne ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des idées que tu as adoptées sans filtre, mais qui gouvernent maintenant tes décisions,
tes peurs, ta perception de ce qui est possible. Tu as cru que tu n'étais pas assez, que tu ne pouvais pas, que tu étais maladroit avec les émotions, que tu échoues toujours, que tu ne sais pas communiquer, que tu n'as pas de discipline, que tu n'as jamais été le plus fort du groupe. Des croyances héritées, installées, répétées, et au début, elles ne semblent pas graves. Mais avec le temps, elles deviennent des prophéties autoréalisatrices. Tu vis en essayant d'avancer tout en traînant des tonnes de concepts erronés sur toi. Et chaque fois que tu tentes un changement, cette maison mentale te murmure que ça ne va pas marcher, que tu n'es pas de cela, que c'est comme ça que tu es. Et c'est un mensonge. Les stoïciens ne croyaient pas en l'identité rigide, ils croyaient en la transformation constante. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais les idées que nous avons à leur sujet. Et cela inclut les idées que tu as sur toi-même. Parce que personne ne naît avec une étiquette collée sur le front. Tout ce que tu crois être, tu l'as appris. Et si tu l'as appris, tu peux le désapprendre. Tu peux démonter cette structure mentale comme celui qui redessine une maison qui est devenue vieille, étroite et mal éclairée. Mais pour cela, il faut du courage. Parce qu'il fait peur de découvrir que tu as passé des années à obéir à une croyance fausse. Il est rageant de réaliser que tu as limité tes décisions par des idées qui ne sont même pas les tiennes. Rompre le sort commence par identifier la voie. Celle qui apparaît juste quand tu es sur le point d'avancer. Celle qui te lance des phrases automatiques. Tu vas échouer. Ce n'est pas pour toi. Qui te crois-tu? Tu ne vas pas y arriver. Cette voix n'est pas toi. C'est le mélange d'expériences, de commentaires, d'erreurs mal gérées et de peurs accumulées. Lorsque tu parviens à séparer ta vraie voix de cette programmation, alors tu récupères du pouvoir. Parce que tu vas arrêter d'obéir sans t'en rendre compte. Tu vas choisir avec clarté. Et quand tu choisis avec clarté, tu ne répètes plus des histoires étrangères. Réécrire ton histoire ne signifie pas inventer une nouvelle vie. C'est commencer à prendre des décisions différentes à partir d'un point de vue plus honnête. C'est te dire, je ne suis pas mes erreurs passées. Je ne suis pas ce qu'on m'a dit dans mon enfance. Je ne suis pas ce qui a échoué avant. Je suis ce que je choisis de construire aujourd'hui. Et pour cela, tu as besoin de te reprogrammer avec de nouvelles habitudes de pensée. Parle-toi différemment. Écris les croyances qui te poussent vraiment. Répète des phrases qui renforcent ton nouveau chemin. Entoure-toi de personnes qui défient ta façon de penser, pas qui la confirment. Parce que ton environnement maintient aussi le sort. Si tout le monde autour de toi pense petit, penser grand devient une rébellion. Et c'est bien. Ce processus ne se fait pas en un jour. Mais chaque fois que tu remets en question une croyance limitante, quelque chose en toi se libère. Et avec chaque liberté, tu récupères une part de ton pouvoir. Alors abats les murs mentaux qui t'emprisonnent et commence à reconstruire à partir de la vérité, pas de la peur. Ton histoire n'est pas écrite dans la pierre, elle est écrite dans les décisions. Et tu peux commencer une nouvelle page dès aujourd'hui. 7. Si tu ne profites pas de ta propre compagnie, tu vivras en poursuivant des ombres. Imagine-toi être un voyageur qui a toujours besoin de compagnie pour marcher. Chaque fois qu'il se retrouve seul, il s'arrête. Il regarde autour de lui en quête d'approbation, cherche des mains pour le traîner, des yeux pour le valider, des voix pour lui dire où aller. Mais au fond, ce n'est pas un voyageur, c'est un prisonnier de son vide. Car celui qui ne sait pas être avec lui-même ne connaîtra jamais le véritable sens de la liberté. Son esprit ne se repose pas, son cœur dépend, sa vie tourne autour des autres. Et cela le rend esclave de l'extérieur. C'est la réalité de beaucoup. Ils ne fuient pas les autres, ils fuient eux-mêmes. Parce qu'ils ne supportent pas le silence, ils ne supportent pas leurs réflexions, ils ne comprennent pas leur monde intérieur. Ils ont besoin de bruit pour ne pas penser. Ils ont besoin de distraction pour ne pas affronter. Ne pas profiter de ta compagnie n'est pas un petit problème, c'est une fissure qui s'élargit jusqu'à fracturer ta vie. Parce que celui qui ne se sent pas bien seul finit par accepter n'importe quoi pour ne pas l'être. Des relations vides, des routines qui le déconnectent, des engagements qui ne le représentent pas. Tout pour remplir un espace que seul lui devrait apprendre à habiter.
Le problème n'est pas la solitude, c'est l'abandon intérieur. Le fait de ne pas t'avoir appris, de ne pas t'avoir écouté, de ne pas avoir construit un refuge en toi. Le stoïcisme enseigne que l'âme tranquille naît de l'autosuffisance. Non pas de l'arrogance, mais de la solidité. Marc Aurèle écrivait pour converser avec lui-même, pour rester ferme sans avoir besoin que le monde l'applaudisse. Épictète répétait que si tu ne peux pas être seul avec toi-même, tu te tiens mal compagnie. Et cette phrase frappe, parce que ce que tu permets à l'extérieur reflète souvent ce que tu n'as pas résolu à l'intérieur. Le besoin de plaire, d'impressionner, d'être toujours entouré, est le signe d'un esprit qui n'a pas encore fait la paix avec son silence. Apprendre à profiter de ta compagnie ne signifie pas devenir un ermite. C'est devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de s'échapper. C'est avoir de la clarté quand personne d'autre ne parle. C'est savoir ce que tu penses vraiment sans dépendre de l'écho des autres. C'est pouvoir prendre des décisions à partir du calme et non du vide. Et pour cela, tu as besoin de créer des moments avec toi-même, des moments réels, sans écran, sans bruit, sans distraction. Pose-toi des questions inconfortables, écris-les, assieds-toi en silence et observe ce qui émerge. Marche sans musique, sans compagnie et écoute tes pensées. C'est là la pratique, non pas pour te punir, mais pour te connaître. La personne qui se connaît elle-même ne désespère plus pour de l'attention. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle ne craint pas d'être abandonnée parce qu'elle ne s'abandonne pas. Et à partir de là, elle commence à choisir différemment. Parce qu'elle ne cherche plus des ombres. Elle ne poursuit pas ce qui bouge vite. Elle va vers ce qui a de la substance. Et dans un monde obsédé par l'immédiateté, c'est un avantage mental puissant. Profiter de ta propre compagnie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre qu'avant de te partager, tu as besoin de te compléter. Qu'avant d'exiger que quelqu'un te comprenne, tu dois être écouté. Et quand cela arrive, ton énergie change. Tu deviens plus sélectif, plus conscient, plus ferme. Tu ne te contentes plus de miettes émotionnelles et tu n'acceptes plus de relations par peur d'être seul, parce que tu as découvert que ta présence n'est pas une punition, c'est un privilège. Et si quelqu'un ne la valorise pas, il n'entre tout simplement pas. Alors arrête de courir après ce qui brille à l'extérieur, parce que plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te sentiras perdu. Arrête-toi, assieds-toi avec toi-même, écoute-toi sans te juger, découvre ce qui est à l'intérieur sans vouloir tout changer, parce que quand tu seras bien avec toi-même, tu arrêteras de vivre en cherchant des reflets et tu commenceras à vivre à partir de ton essence. Et cela finalement, c'est ce qui te rend libre. 8. Transforme ton dialogue interne en la voix qui te pousse, pas celle qui te coule. Imagine vivre avec un narrateur à tes côtés. Un qui commente chaque chose que tu fais, qui t'observe en silence, qui interprète chaque erreur et chaque réussite. Ce narrateur, c'est toi. C'est ta voix intérieure. Tu l'entends du réveil au coucher. Parfois, elle te pousse à continuer. Mais souvent, sans que tu t'en rendes compte, c'est elle qui te retient. Parce qu'elle te parle avec doute, avec jugement, avec une dureté inutile. Elle te rappelle tes échecs, amplifie tes peurs et remet en question tes décisions. Et si tu ne fais rien, tu finis par la croire. Et quand tu la crois, tu te sabotes. Le dialogue interne est l'endroit où tout changement commence. Tu peux avoir des objectifs clairs, de la discipline, voire du talent. Mais si ton esprit te répète constamment que tu ne peux pas,